Et vous écoutez toujours Danscussion & Co sur choc.ca qui dit premier vendredi du mois dit rendez-vous en tête à tête dans les grandes discussions. J'ai déjà le sourire aux lèvres vu mon invité en face. Le moment d'inviter avec nous un ou une travailleur culturel, une personne qui dédie sa vie à sa façon à l'art. Moment pour nous de plonger toujours plus en profondeur dans les réalités, les enjeux, les inspirations de l'humain qui se cache derrière une œuvre ou dédie sa vie à sa carrière. Après la directrice artistique Sophie Labelle, Maison Théâtre, l'écrivain et homme de théâtre Larry Tremblay, l'architecte et scénographe Annick Labissonnière, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un homme que je définis pluriel, un homme aux multiples facettes, autant artiste que travailleur culturel. Il est peintre, mais également directeur artistique du festival Accès Asie, Khosrow Berhamandi. Bonjour Khosrow. Bonjour Maud. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté cette invitation. C'était un grand plaisir. Merci d'avoir m'invité. Alors, né à Téhéran, en Iran, émigré au Canada, au Québec, à Montréal, arabe, francophone, j'imagine que l'anglais fait partie aussi de ton immense liste de langages. Un corps à la croisée de deux mondes, Orient-Occident. Est-ce que cette pluralité est source de création et source de vie, est inévitable et est-ce que elle te nourrit? Bah oui, c'est souvent. Donc personnellement, pour moi, ma vie, c'était un peu dans plusieurs niveaux de surprises énormes. Donc, ce qui est relié aussi à mon identité, c'est aussi des fois, ça donnait qu'il était une surprise dans le sens que moi, je me percevoir comme un être vivant sur cette terre. Et je me vois aussi sur la Terre relié dans un cosmos qui est assez incroyablement énorme, qu'on n'arrive même pas à imaginer où ça commence, où ça termine. Donc, dans cette sorte de vaste espace alentour de nous, où on ne peut même pas définir c'est quoi la profondeur, c'est quoi la surface, c'est quoi comme toute cette idée que nous avons pour mesurer nos tailles, nos idées et tout ça, ça devient un peu sans aucune définition ou perception. Donc, quand je me regarde de ce point de vue, c'est un peu bizarre de dire « Oh, je suis homme iranien, vient de l'Asie, Moyen-Orient. » J'essaie de me couper comme ça parce que de plus je me définis, de plus je dois me couper dans différents morceaux et je veux éviter ça. C'est ça, j'avais tout de suite envie de te lancer sur cette dualité Orient-Occident qui existe depuis toujours. Est-ce qu'elle est néfaste? Est-ce qu'au contraire, quand on est un être humain de cette planète, peu importe notre immigration, est-ce qu'on ne devrait pas atténuer ces frontières entre Orient et Occident? Oui, tout à fait. Je veux dire, c'est en train d'expliquer comment c'est contradictoire, cette sorte d'existence qu'on a dans un sens. On est relié à un univers sans fin. Et dans ce contexte-là, aussi, on est un être humain qui vit sur la Terre, qui vit dans un pays, qui parle certaines langues, qui partage dans certaines cultures. Donc, on est aussi raciné comme ça, comme un petit grain dans un énorme terrain. On commence à grandir, on commence à devenir, cette procédure de devenir apporte tous ces aspects de qui nous sommes, où nous viennent et tout ça. Donc, pour moi, être né à Orient où le soleil se lève et vivre au Occident où le soleil se couche, ça a apporté des différentes expériences. Ça a affecté bien sûr ma vision, mon approchement vers mon environnement et tout ça. Donc, oui, j'ai vécu les deux. Et ça partit de mon identité. J'aime bien ça. J'aime bien cet aspect plus sorte
terrain, je sais pas comment le dire, d'avoir cette chance de vivre cette expérience. Oui, j'aime beaucoup cette image de naître là où le soleil se lève et de vivre là où le soleil se couche. J'en ai une jalousie de cette complétude que tu peux porter. Et la chance qu'on a, c'est que tu es, et je vais t'ouvrir d'abord sur ta pratique de peintre. Tu es peintre. Alors si on a déjà croisé tes œuvres, on reconnaît beaucoup de formes, de symboles, de lignes, des couleurs et des matériaux utilisés sur des panneaux en bois, beaucoup, si je me trompe pas, mais à toi de me rectifier sans problème, qui portent souvent une mythologie, des animaux énigmatiques, et on reconnaît ce cercle rouge qui voyage beaucoup d'œuvre en œuvre. Je te vois sourire, donc je n'ai pas tout à fait faux. Alors, est-ce qu'on peut avoir un aperçu? Comment ta rencontre avec la peinture s'est-elle déroulée? Mais la peinture, pour moi, se reliait un petit peu à mon histoire d'immigration, d'échanger mon lieu, de vivre, comme tu as dit, d'Orient vers l'Occident. C'était tout à fait un hasard. J'ai grandi en Iran, le pays où, en l'année 1979, il y avait une révolution, durant laquelle un régime qui était bien établi a été changé. Donc, un nouvel régime qui est venu au pouvoir, obtenir le pouvoir. Et donc, ce changement, c'était un changement très, très violent et destructif, dans le sens que pour arriver à une nouvelle chose, il fallait qu'il détruise tout. Et cette destruction, c'était faite par un groupe de gens qui croyaient pas vraiment à la vie sur la terre, mais plutôt à la vie après la mort, tout ça. Donc, une vision très, très religieuse qui est reliée à tout ce qui est le destin et le promis de Dieu et tout ça. En tout cas, tout ce pour dire que pour moi, d'avoir vécu cette expérience très, très violente dans ma jeunesse, au début de l'année de 21 ans, c'était très, très choquant. Et donc aussi, ça donnait qu'il y avait une guerre qui a commencé entre les pays voisins en Irak, entre l'Iran et l'Irak. Donc, comme un jeune homme, j'étais obligé de participer dans les guerres. Donc, pour éviter tout ça, j'ai décidé de quitter le pays. Donc, je suis m'échappé en fait d'Iran. Je suis allé en Turquie et de là-bas, je me suis rendu en Italie. Est-ce qu'on peut parler d'un exil? Tout à fait, dans un sens où il existe, parce que depuis ce temps-là, c'était l'année 82, j'ai jamais retourné en Iran parce que j'ai pas le droit de retourner. En tout cas, pour tous dire que le désir d'aller vers la peinture, ça commençait à ce moment-là. C'était une période qui, comme un jeune homme qui a vécu une période très, très complexe. J'avais plein de choses à dire, j'avais plein d'émotions à connaître d'abord, à le vivre avec, mais en même temps, mon expérience de déplacement m'a mis dans une situation que j'avais pas une langue commune avec mon environnement de parler. Donc, je parlais pas, j'ai quitté l'Iran, j'étais en Turquie, j'ai parlé zéro la langue. Après, je me suis rendu en Italie, là-bas non plus. Après, je suis venu au Canada. Là, je connaissais un petit peu anglais, mais c'était pas une connaissance assez profonde pour être capable de communiquer avec mon environnement. Donc, toutes ces procédures aussi de déplacement, que ça durait environ 1 an, ça a apporté beaucoup de émotions complexes que aussi pour moi c'était inconnu. Donc avoir de me rencontrer de nouveau dans toute cette situation de déplacement aussi, c'est de découper de tout mon environnement, mes amis, ma famille, et tout ce qui était relié à mes quotidiens et tout ça. Donc c'était un choc. Donc dans ce choc là, pour moi, l'art, ça est devenu une sorte d'espace où je pouvais m'accrocher, où je pouvais le prendre et me trouver dedans. Donc, c'était un milieu, c'était une expression que j'avais pas besoin de connaître le langage, j'avais pas besoin de connaître l'alphabet. L'art, c'était universel dans un sens, et le langage, surtout ce qui était relié à des émotions que j'avais à ce moment-là. Et je trouvais une facilité à entrer dedans et me réfugier dedans pour partir me protéger, mais en même temps de trouver un lieu de confort, un lieu
de bien-être. Quand tu parles de l'art, tu parles de l'art de la peinture. L'art en général, poésie beaucoup, parce que nous en Iran aussi, art, principalement, ça se traduit en poésie. D'accord. Donc poésie pour les yeux, alors, pour la peinture? Oui, est-ce qu'on pourrait dire aussi. Ça? Ben, en tout, il y a d'autres expressions artistiques qui existent, mais poésie, c'est très fort. Donc, moi, j'étais beaucoup plus familier avec le poésie, mais quand je suis arrivé, donc je me suis aussi ouvert. Moi, dans mon passage de l'Iran à Rome, de Téhéran à Rome. J'ai vécu pendant un bout de temps à Rome où il fallait que je trouve un travail pour gagner ma vie. Donc, je vendais à cette époque-là des journaux le matin dans la rue. Le journal La Repubblica, c'est comme le Monde d'Italie. En tout cas, c'est un journal populaire. Donc, je le vendais tôt le matin, entre 6h et 9h, où les gens se déplaçaient pour aller au travail. Et voilà, donc quand j'ai terminé vers 9h du matin, la station où je vendais de journaux, c'était juste en face du Vatican. Donc, après, pour me reposer aussi, pour calculer mes monnaies, j'allais toujours dans le Vatican. Je m'installais dans l'église même. Et je calculais, je me nettoyais aux salles de bain et tout ça. Et là aussi, j'ai commencé à regarder meilleur endroit. Chapelle et tout ça, c'était là. Donc, mais avant ça aussi, j'avais commencé à regarder les arts visuels. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui cliquait avec moi à ce moment-là. J'avais ce désir d'aller vers la peinture comme pratique artistique. Donc, ça restait dans moi. Donc, quand je suis arrivé au Canada, de l'année 83, encore là, j'ai arrivé dans une petite ville, London, Ontario. À l'époque, il y avait 300 000 habitants, où j'étais habitué à vivre dans une grande ville, à Téhéran, ou à Rome, ou à Istanbul. Donc, arrivant dans une petite ville, c'était trop propre pour une chose, c'était très choquant pour moi. Donc, en tout cas, dans cette nouvelle vie encore, je crois que là, le peinture commençait à se prononcer dans mon esprit, dans ma tête. Et là, j'ai décidé de commencer à le pratiquer, à le faire. Et là, c'est la première fois que... en tout cas, j'ai commencé à faire la peinture et j'ai commencé à prendre des cours et tout ça. Donc, mon cheminement, c'était en fait pour trouver une façon de parler sans avoir connaître un langage déjà bien très développé. Donc, ça m'a permis de faire sortir mon émotion immédiatement en faisant la peinture. On sent que voyager, exiler, changer de terrain t'a permis d'emmagasiner des images, des émotions, sans doute énormément de réflexions. Alors, au travers de ta peinture, que souhaites-tu donner à voir et pour qui peins-tu, en fait, quand tu te mets dans cette pratique? C'est un peu égoïste de dire ça, mais normalement, je crois que je vais toujours peinturer pour moi-même. C'est comme un médicament, c'était une sorte de, je sais pas, c'était comme pour me rendre la vie plus facile, plus à l'aise, aussi de préoccuper mes temps. Donc, c'était un attachement que ça se développait pendant toutes ces années-là. Donc, mais pour moi aussi, ce que je fais, j'ai en train de aussi créer un univers qui appartienne à moi-même. Donc, c'est un peu égoïste de dire ça, peut-être, mais j'ai créé dans ma tête, dans mon œuvre, un univers qui appartient à moi, qui ma vision vers le monde. Et une fois ça arrive sur le tableau, quand ça termine, ça vient aussi un moyen de communication des idées, des images, des visions et tout ça. Donc dans un sens, je communique ma vision, ma propre point de vue, qui est très très imaginaire, qui est pas vraiment basé sur la réalité. Dans mon tableau, dans mon œuvre, je parle pas de réalité. En fait, pour moi, mon œuvre, c'est un peu alternative à la réalité. J'essaie de voir, de créer un monde dans lequel je me sens à l'aise à vivre. Je me sens à l'aise à respirer, dans paix, en tout cas.
chez moi, d'ouvrir de chez moi. Donc, mes tableaux sont un peu chez moi. On peut évidemment découvrir toutes tes œuvres, entre autres, sur ton site web, qui est nourri de toutes ces œuvres. Et alors, j'ai envie d'ouvrir avec toi toute une des autres facettes de cet humain, le directeur artistique du festival Accès Asie, qui prend part lors du mois, et alors c'est intéressant de l'apprendre pour certains, ou de le découvrir, ou de le renforcer pour d'autres, le mois du patrimoine asiatique, qui se déroule tout le mois de mai à travers le Canada. Et ici à Montréal, le festival Accès Asie ouvrira le 1er mai et se terminera le 30 mai. Tu en es le directeur artistique. Je n'ai pas trouvé la date de ton entrée en poste à titre de directeur artistique, mais ce que je peux peut-être amorcer, c'est que ce festival a été créé en 1995 par des artistes asiatiques militants qui souhaitaient faire tomber les stéréotypes autour des artistes asiatiques. Alors, quand est-ce que tu es entré en poste déjà de ce festival, et est-ce que tu peux nous donner un aperçu du mandat de ce festival? Tout à fait. Donc, le festival Accès Asie, comme tu as dit, était né l'année 1995. À cette époque-là, les années 90 au Canada, à travers du Canada, il y avait une vague d'immigration qui commence à arriver, à s'installer. Et donc, parmi tout ça, il y avait un grand groupe des artistes qui venaient de différentes communautés asiatiques. Et donc, ici à Montréal ou ailleurs, dans d'autres grandes villes canadiennes, on ne parle pas de petites villes, mais plutôt les plus grandes villes, cette notion de être un artiste et communiquer l'œuvre qui a été faite par l'artiste avec les gens d'ici, c'était un défi important. Dans le sens qu'il y avait beaucoup de malconnaissance entre les différentes communautés. Donc, je me rappelle ici, par exemple, les années 90, si un artiste d'origine indienne qui jouait un instrument complexe qui s'appelle sitar, elle se présentait à la Maison de la Culture, dit, je vais vous présenter un concert de musique avec un sitar. La première question, c'était, c'est quoi sitar? Mm-hmm. Ça vient d'où? L'Inde, c'est où? C'est donc, même, en tout cas, je me rappelle, même avec certains intellectuels, certains artistes d'ici, quand j'ai discuté à cette époque-là, existe toujours ça, je ne veux pas le généraliser, mais exceptionnellement, ça existe toujours. Il y avait une malconnaissance de où on vient, d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait. Je me rappelle, donc, c'est des notions très, très clichés qui est nourri par le média. Je viens du Moyen-Orient, tout de suite terroriste, tout de suite bombe, tout de suite guerre, tout de suite, toute cette notion s'était attachée à chacun de nous. Donc, c'était constamment confronté avec une réalité qui était d'ailleurs, supposément chez toi, mais en même temps, tu étais un étranger dedans. Mm-hmm. Donc, essayer de faire ça, un échange pour rendre cette communication, cette existence plus intéressante, plus agréable, pour deux côtés, parce que le fait que tu ne connais pas, ça te permet aussi d'avoir des préjugements. Mais une fois que tu commences à connaître, donc une fois que tu commences à échanger, avoir le dialogue, donc tu commences à voir que au fond, il n'y a pas vraiment grand-chose. Nous sommes tous des êtres vivants, nous habitons sur cette terre, nous partageons la même chose, la même raison pour les joies, la même raison pour la tristesse et tout ça. Donc, c'est tous des émotions humaines, mais chacun a son façon de le présenter. Donc, l'idée de créer un festival, en fait, c'était de créer cette plateforme où les artistes pour venir rencontrer le public d'ici et présenter leur œuvre et créer un dialogue. Et ça, c'était le mandat principal du festival et c'est toujours la même chose. Nous, à l'époque, je me rappelle, j'ai une amie, très bonne amie, Madame Janet Lamb, qui est cofondatrice du Festival Accès Asie. Il disait toujours, mon souhait est qu'un jour, ça sera plus nécessaire de continuer à faire le Festival Accès Asie parce que
les gens arrivent à échanger, à se comprendre. Et les artistes asiatiques seront présentés régulièrement dans tous les venues qui existent ici à Montréal. Donc cette nécessité, ça va disparaître un jour. Et malheureusement, en 2019, le festival existe encore. Des fois, on sent que peut-être c'est même devenu encore plus important. Encore plus nécessaire de faire cette démarche, cette sorte je ne veux pas dire que c'est une bataille, mais en tout cas, il faut beaucoup mettre dedans pour créer cette relation. Heureusement, ça a changé beaucoup. Ça a beaucoup changé, surtout dans tous les lieux de diffusion et tout ça. Il y a beaucoup de reconnaissance, surtout. D'inclusion. Oui. Mais en général, il y a toujours des malentendus, toujours des problèmes, surtout avec beaucoup d'immigrants qui arrivent ici, s'installent ici, leurs enfants qui grandissent ici. Il y a toujours cette notion de nouveaux étrangers, couleur de peau, accent, et tout ça. Ça joue. J'avais justement cette question parce que quand on parle d'Asie et quand on plonge dans le festival Accès Asie, on parle de 20 pays différents, incluant autant l'Asie de l'Est que l'Asie du Sud, que l'Asie centrale et le Moyen-Orient. C'est l'un des plus anciens festivals en continu du mois du patrimoine asiatique au Canada. Et alors quand on est téléporté et qu'on devient le directeur artistique d'un festival Accès Asie, on fait le choix d'artistes qui deviennent, j'imagine, des ambassadeurs, des porte-parole de leur culture, de leur discipline. Mais quelle responsabilité c'est pour un directeur artistique? Que choisit-on? Que souhaite-t-on donner à voir, entendre, goûter? Parce qu'il y a également l'art culinaire qui est proposé durant ce festival. Est-ce qu'on peut parler d'un art traditionnel versus un art contemporain asiatique? Quelle place donnes-tu à tous ces gens? Oui, le début de création du festival, on avait toujours pensé à un festival comme un lieu actuel où les artistes se rencontrent, fait des échanges de tous les membres, comme tu as dit dans ton présentation. Les premières générations de festivals, c'était tous des artistes eux-mêmes. Ils étaient obligés de trouver une façon pour présenter leur travail. Donc, c'est ce désir, ce besoin d'avoir une relation proactive avec le milieu culturel existait toujours. Donc, ça existe toujours et on a gardé cette caractéristique de festival. Nous, on n'est pas un organisme qui présente des artistes. On a un lieu de rencontre, on a un lieu d'échange, on vit avec les artistes, les artistes vivent avec nous, on a une relation très très intime, on a une relation pas seulement avec les artistes, avec les différentes communautés asiatiques aussi, donc c'est un peu le caractéristique du festival. Donc pour nous, d'être capable de garder cette relation, on garde aussi une relation proactive pendant toute l'année. Notre équipe, soit des membres de conseil d'administration ou des membres de l'équipe de festival qui travaillent au bureau, on garde une relation très très proactive avec toutes les différentes communautés. On va dans tous les différents des événements culturels, des événements artistiques pour garder cette relation et aussi essayer d'agrandir le festival. Comme on avait commencé le festival, c'était 1 semaine, après ça c'était 2 semaines, 3 semaines, maintenant on est rendu à 4 semaines, 4 activités par semaine, et aussi on a développé d'autres activités durant l'année. On a le festival maintenant un volet principalement que c'est le mois de mai, mois patrimoine asiatique. Je vais parler un peu de ça plus tard. Donc, on a le mois de patrimoine asiatique. Est-ce qu'il y en a du temps? Ou... Oh, malheureusement, on est rendu à la fin de l'émission, mais vas-y, continue les nouveautés, les volets, parce que c'est super intéressant votre travail. Donc, volet art interculturel également. Oui. Moi, je voudrais parler de 4 volets principaux. Donc, le premier, c'est le mois de patrimoine asiatique, et puis durant le mois de mai, donc des expressions contemporaines. Après, on a aussi un volet qui fait voyager les artistes asiatiques à travers des provinces de Québec. Il s'appelle Flore de Lys, Flore de Thé. On a commencé l'année dernière à Sherbrooke. Cette année, on va aller à Gaspésie. On a aussi un volet international qui amène les artistes de Canada à l'extérieur et les artistes d'extérieur au Canada. Et aussi, on a un volet national qui en fait de voyager les artistes montréalais à travers du Canada. Donc, toutes ces activités se reliaient à
mission et devoir principal du festival, qui est en fait de créer des ponts entre les différentes communautés et faire présenter l'art et culture asiatique. Merci beaucoup, Khosrow. C'était un premier aperçu. Okay. Évidemment, nous serons là au mois de mai et nous allons recevoir vos artistes avec plaisir. Ce qui est intéressant, ce sont également les barrières multiples que vous souhaitez aussi faire tomber la barrière de la culture dominante, les barrières entre les communautés asiatiques et les barrières pour les artistes non traditionnels dans leur propre communauté, mais également la barrière des autres communautés à venir voir, découvrir tous ces artistes. Merci beaucoup. On est anti-barrière, voilà. Anti-barrière, anti-frontière, tout en reconnaissant les cultures traditionnelles de tous. Bah oui. Merci beaucoup, Khosrow, d'être venu avec nous. Rappelons que la 24e édition du Festival Accès Asie se déroulera à Montréal du 1er au 30 mai prochain, moment de partage, de découverte et de fédération de liens entre les multiples communautés. Merci, Khosrow. Je vais clore l'émission avec une conclusion.